L'Iran est en train de gagner la guerre. Moi, je crois que c'est officiel, Trump a perdu sa guerre. On lit dans la presse bien informée que les Israéliens, dans 2 ou 3 semaines, faudra que ça cesse. Il y a un signe grave pour les Israéliens comme pour les Américains. C'est que les munitions s'épuisent des deux côtés, les munitions de défense antimissile. Et les Iraniens améliorent leur frappe. Trump s'est lancé dans une guerre ingagnable. Ceux qui ont restauré leur dissuasion, c'est les Iraniens. Quand il a promis, vous avez 2 jours, sinon je casse tout, et que les Iraniens ont dit, attendez, nous, là, ce qu'on va casser en face. Et là, il s'est dit, non, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Quel sera le président des États-Unis qui remettra une louche, qui relancera une guerre contre l'Iran? L'Iran sera à l'abri pour 2 générations. Si ce que vous dites est vrai, cette fois-ci, l'Occident est un peu challengé. C'est factuel. L'Iran sait souffrir plus longtemps que l'Amérique ne sait frapper. L'Iran est un meilleur incendiaire que Trump n'est pompier. Le problème de Trump, meilleur incendiaire que Trump n'est pompier. Trump, il a le problème d'éteindre cet incendie. Et cet incendie ne s'arrêtera que si les Iraniens acceptent de l'arrêter. Je pense qu'ils vont lui poser des conditions très très dures. Trump croit que c'est lui qui décidera de la fin de la guerre. Les Iraniens ont dit, c'est nous qui déciderons de la fin de la guerre. C'est nous qui arrêterons de frapper quand on décidera qu'on arrêtera de frapper. Ils disent depuis le début, vous n'avez pas compris à qui vous vous attaquez. Téhéran mène aujourd'hui une guerre asymétrique presque parfaite. Il encaisse les frappes, neutralise les bases, fait sauter les radars et surtout, il garde la main sur le détroit d'Ormuz sans jamais perdre sa capacité à lancer des missiles. En gros, pendant que l'adversaire frappe fort, lui, il reste debout et répond. L'Iran est en train de gagner cette guerre et même avec les 200 milliards que le Pentagone est en train de demander pour continuer là, ce sera difficile pour eux de renverser la tendance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que les États-Unis et Israël sont méthodiquement en train de perdre, malgré ce que les médias occidentaux peuvent parfois prétendre. Abonnez-vous, likez et partagez, j'explique tout sur Penser le Monde. Petit rappel, si vous voulez passer à un niveau supérieur, allez faire un tour sur Holacraft. C'est notre plateforme de formation dédiée au métier du numérique. Dessin animé, montage, YouTube, programmation et on ajoute régulièrement du contenu. Que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique ou ailleurs, le paiement mobile, carte bancaire, Google Pay et Apple Pay est disponible. Et pour les curieux, ma chaîne secondaire Archives du Monde est lancée. Les liens sont en description et en commentaire épinglés. Revenons au sujet. Le modèle de guerre utilisé par les États-Unis et Israël repose principalement sur les frappes aériennes massives, une confrontation directe, rapide, brutale. Sauf qu'en face, il tombe sur un système totalement différent. C'est une guerre asymétrique préparée par l'Iran depuis plus de 20 ans. C'est un peu comme si vous aviez un match de boxe et que vous tombez sur un adversaire qui fait du judo. Ce ne sont pas du tout les mêmes règles. Aujourd'hui, les États-Unis et Israël envoient des quantités énormes de missiles et de munitions longue portée sur l'Iran. Ils ont presque tout utilisé à part les armes nucléaires. Mais la vraie question reste entière. Pourquoi exactement? En fait, pour quels résultats concrets? C'est mieux que je formule ça comme ça. Là-dessus, c'est un flou total. En face, l'Iran, lui, suit un plan très clair. Une stratégie asymétrique déjà prête, déjà testée et qui n'est même pas encore déployée à 100%. Ce que l'on voit aujourd'hui, ce n'est que le début. Tout l'arsenal iranien n'est pas encore montré, ni les missiles les plus avancés, ni certains drones submersibles, ni les vedettes rapides armées de missiles anti-navires. Les Iraniens ont fait des progrès dans 3 domaines. L'évasion, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des missiles qui sont capables de changer de direction. Le missile, il part. Vous savez que le radar va capter le missile, il va calculer vers là où il va. Et en fait, le problème, c'est que ces missiles changent de direction. C'est-à-dire que le radar, il n'arrive plus à le capter et le missile s'en va. Le deuxième, c'est la vitesse. On a des missiles qui vont quasiment à Mach 10 maintenant, ce qui est 10 000 km/h pour schématiser, c'est énorme. Et puis le troisième principe, c'est la saturation. C'est au lieu d'envoyer un seul ou 2 missiles, ils vont en envoyer 50. Donc il y en a 48 qui sont détruits, mais il y en a un qui va arriver. Et donc cette capacité à faire ça, c'est vraiment, ça démontre encore une fois qu'ils ont des réserves. Puis un autre point très important, c'est la taille des missiles. J'ai travaillé sur les missiles un peu très sérieusement là depuis quelques semaines maintenant, parce on s'était endormi sur les missiles à 2000 km, vous voyez le truc un peu bidouillé, etc. Pas du tout. Le Simorgh, il fait 85 tonnes. Le Komatcha, il fait 25 tonnes. Il y a des gens qui font entre 15 mètres et 25 mètres. Ce sont des monstres. Et qui sont tirés non pas à partir de rampes, mais qui sont tirés à partir de silos. Donc en fait, les Iraniens ont construit des silos dans le sol, avec un petit capuchon. Ils remplissent comment dire, avec le carburant. Ça se fait au dernier moment. On enlève le capuchon. C'est comme le bateau d'Albion il y a quelques années. Et puis le missile s'en va. Donc tout le problème, il est là. C'est qu'en fait, on découvre que très concrètement, les Iraniens ont une capacité en missile qui est bien plus importante, bien plus sophistiquée
compliqué qu'on a pu l'imaginer dans les semaines précédentes. Autrement dit, on ne connaît même pas encore tout le potentiel réel de l'Iran. Et du coup, c'est impossible de prévoir jusqu'où ça peut aller si tout est activé. Le Hezbollah est déjà pleinement engagé. Et du côté du Yémen, tout indique que les forces attendent le feu vert pour fermer le détroit de Bab el-Mandeb, en parallèle du verrouillage du détroit d'Ormuz. Donc double pénalité. Pour comprendre cette stratégie, il faut remonter à 2003. Lorsque les États-Unis envahissent l'Irak, ils détruisent en quelques semaines toute la structure du commandement militaire de Saddam Hussein grâce à des frappes aériennes massives. Et l'Iran observe ça attentivement. Il comprend une chose, une armée centralisée face à une puissance comme celle des États-Unis, ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir. À partir de là, les Iraniens se posent une question. Comment construire une armée capable de dissuader alors qu'ils n'ont ni avion, ni moyens technologiques pour pouvoir rivaliser directement contre les États-Unis? Et en plus, ils savent qu'ils sont surveillés en permanence par des satellites ultra performants. Leur première réponse, c'est de cacher un maximum, c'est-à-dire réduire la visibilité au strict minimum de tout ce qu'ils sont en train de faire. Enterrer les infrastructures profondément, hors des portées des bombes balistiques. En gros, rendre invisible tout ce qui peut être invisible. La deuxième idée est encore plus intelligente, c'est transformer les missiles en véritables forces aériennes. Puisqu'ils ne peuvent pas dominer le ciel avec des avions, ils le feront avec des missiles. Et c'est pour ça que l'Iran a développé, produit et stocké des missiles depuis plus de 20 ans. Et le résultat se voit parce qu'aujourd'hui, selon plusieurs rapports, l'Iran dispose d'une dizaine de modèles différents de missiles, que ce soit les missiles balistiques et de croisière. Certains sont hypersoniques, d'autres capables de larguer des sous-munitions intelligentes pour pouvoir contourner les systèmes de défense, d'autres changent de trajectoire à certains moments. En clair, ce ne sont pas de simples missiles, ce sont des systèmes complexes, difficiles à bloquer. Ces missiles sont stockés dans les silos profondément enfouis, dispersés en fait sur tout le territoire iranien. Et le territoire iranien est immense, vu que c'est comparable à l'Europe de l'Ouest tout entier, avec des montagnes et des forêts en plus, sans parler des zones difficiles d'accès. Autrement dit, les trouver et les détruire, ça relève presque du miracle, c'est impossible. En parallèle, on a des missiles mer-terre qui sont positionnés le long des côtes, prêts à frapper en cas d'agression. Donc les Iraniens se sont cachés dans deux choses, les mathématiques et la montagne. C'est-à-dire que vos missiles, ils sortent du sol. Vous voyez des images là-dessus qui sont présentées sur X, où vous voyez une trappe qui s'ouvre, le missile qui sort, comme ça, du milieu du désert, ou d'un bout de la montagne, et ensuite ça se referme. Et il faut bien comprendre que le point de sortie du missile, il n'indique absolument pas le lien vertical de votre base. Donc, vous voyez, vous, que le missile est parti d'un endroit, ok. Si vous frappez cet endroit, vous ne ferez aucun dégât. Voilà. Ça, c'est la réalité du terrain, qu'encore une fois, les généraux israéliens et américains connaissaient. La troisième réponse de l'Iran a consisté à régler un problème très précis, c'est-à-dire comment éviter de subir le même sort que Saddam Hussein en 2003, dont toute la chaîne de commandement avait été détruite en quelques jours par la stratégie américaine, dite choc et effroi. C'est comme ça qu'ils avaient appelé ça. C'est dans cette logique qu'en 2007, l'Iran met en place ce qu'on appelle la doctrine mosaïque. Et comme son nom l'indique, l'idée est très simple. Au lieu d'un seul bloc militaire centralisé, on crée en fait plein de petites pièces indépendantes comme un puzzle. Concrètement, l'infrastructure militaire iranienne est découpée en commandements régionaux autonomes. Chaque zone possède ses propres stocks de munitions, ses propres silos de missiles et même ses propres forces navales ou milices locales. En gros, chaque région devient capable de se battre seule, sans attendre les ordres du centre. Les commandants ne sont pas laissés dans le flou. Ils ont déjà reçu à l'avance des plans de bataille détaillés. Et surtout, ils ont l'autorité et l'autorisation d'agir immédiatement en cas d'attaque majeure, notamment si la capitale est visée. Et là, on passe à un autre niveau, à un niveau encore plus impressionnant. C'est que même quand le sommet du pouvoir est éliminé, le système continue. Parce que dans la constitution iranienne de 1979, l'article 110 donne le commandement total des forces armées au guide suprême. Personne ne peut annuler ses décisions. Et si le guide suprême est assassiné, alors les ordres qu'il a déjà donnés deviennent automatiques et irréversibles. Impossible à stopper. Vous voyez jusqu'où ils ont pensé leur système. Même un nouveau dirigeant, même un nouveau guide suprême ne peut pas revenir sur la décision d'un ancien guide suprême assassiné. Autrement dit, l'Iran a construit une machine militaire qui fonctionne presque tout seul en cas d'attaque. Une machine décentralisée, capable de riposter sans attendre et surtout très difficile à désactiver. C'est comme un système où même si tu coupes la tête, le corps continue d'agir.
Pitou, si vous avez la référence dans Intake Center, bref. La commentatrice militaire Patricia Marin a résumé très bien la situation parce que selon elle, l'Iran mène une guerre asymétrique presque parfaite. L'Iran encaisse les frappes, neutralise les bases autour de lui, détruit les radars et garde le contrôle du détroit d'Ormuz sans jamais perdre sa capacité de lancer des missiles. Elle explique aussi que les États-Unis et Israël sont aujourd'hui en difficulté parce qu'ils ne maîtrisent qu'un seul type de guerre, le bombardement aérien massif, souvent aveugle, visant en grande partie des cibles civiles, surtout après avoir échoué à détruire les infrastructures souterraines iraniennes, malgré les quantités astronomiques de munitions utilisées. Et désormais, ils font face à un Iran qui est bien positionné, qui ne subit pas le rythme de l'adversaire, mais qui impose le sien. Un Iran qui a fait le choix d'être clair, résister au bombardement, protéger son arsenal dans les bases souterraines et attendre le bon moment pour répondre. Et jusqu'ici, toutes les tentatives pour pénétrer ces installations ont échoué. Une autre leçon majeure tirée de 2003, c'est la compréhension du mode opératoire occidental. Les États-Unis et Israël misent sur des guerres courtes, très intense, avec des frappes massives destinées à décapiter rapidement le commandement et à briser la volonté de la population. Mais ce modèle a une faiblesse. Il repose sur une structure centralisée. Et c'est précisément ce que la doctrine mosaïque vient casser donc. En multipliant les centres de commandement, en les rendant autonomes, l'Iran empêche l'effondrement global du système, même en cas d'attaque surprise. Le problème aujourd'hui est le fait qu'ils ont assassiné le chef de la sécurité nationale en Iran. Je ne comprends pas pourquoi les Américains et les Israéliens n'ont toujours pas saisi ce point. La République islamique d'Iran dispose d'une structure politique solide, dotée d'institutions politiques, économiques et sociales bien établies. La présence ou l'absence d'un seul individu n'affecte pas cette structure. Bien sûr, les individus ont de l'influence et chacun joue son rôle. Certains mieux que d'autres, d'autres encore moins. Mais ce qui importe, c'est que le système politique en Iran ait une structure très solide. Nous n'avons jamais eu personne de plus important que le guide lui-même, et même le guide a été martyrisé. Pourtant, le système a continué à fonctionner et a immédiatement trouvé un remplaçant. Si quelqu'un d'autre venait à être martyrisé, il en serait de même. Si jamais le ministre des Affaires étrangères venait à être martyrisé, il y aurait en fin de compte quelqu'un d'autre pour occuper ce poste. Et c'est là qu'intervient l'idée la plus importante: prolonger la guerre. Dans la vision iranienne, il faut faire durer ce conflit. Parce que les armées occidentales sont conçues pour frapper vite et repartir. Une guerre longue les met en difficulté. Et l'Iran part d'un principe simple: sa population est capable d'encaisser plus longtemps que la société occidentale ou israélienne. La logique est donc d'étirer le conflit au maximum jusqu'à ce que l'adversaire s'épuise. Et derrière cette stratégie, il y a la logistique. On entre alors dans ce qu'on peut appeler la pression logistique iranienne. Israël et les États-Unis, eux, se sont préparés à une guerre courte, très courte même. Dans le cas américain, dites-vous que la logique de Donald Trump, son scénario était qu'il allait frapper samedi matin, au moment de l'assassinat de Khamenei, jusqu'à lundi matin, avant l'ouverture des marchés financiers. C'était ça qu'il avait en tête, parce que c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Il frappe soit les vendredis très tard dans la nuit, soit dans la nuit de vendredi à samedi, soit samedi matin, pour laisser les marchés endormis le week-end et ne pas faire en sorte que les marchés réagissent brutalement. Mais il faut aussi que lundi, tout soit réglé pour que les marchés ouvrent globalement sans faire trop de mouvements brusques. Tu t'es déjà demandé pourquoi Trump lance ses attaques dans la nuit du vendredi au samedi, heure américaine? Non, parce que c'est pas un hasard, c'est une stratégie. Tout le monde pense qu'il est impulsif, qu'il tweet sous les coups de l'émotion, mais en réalité, il y a deux stratégies qui se cachent derrière. Sa première stratégie, c'est parce qu'il espère que l'attaque soit terminée le dimanche soir, donc avant la réouverture des marchés, pour qu'à la réouverture des marchés, eh bien les marchés price le fait que son attaque ait été clean et sans bavure. La deuxième stratégie, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il a un playbook en 10 étapes. Première étape, il menace publiquement et il annonce qu'un accord doit être trouvé. Étape 2, intimidation stratégique, sanctions, déploiement militaire, hausse des droits de douane. Étape 3, frappe du vendredi soir, action concrète quand Wall Street est fermé. Tout le monde panique, mais personne ne peut vendre immédiatement. Étape 4, les primes de risque explosent, le pétrole monte, les actions chutent, la volatilité flambe. Étape 5, il parle de guerre longue, il laisse croire que le conflit peut durer. Étape 6, les marchés price le pire, les investisseurs vendent, ils passent en mode défensif, risk off. Étape 7,
changement de ton, des discussions sont possibles, on avance vers un accord. Étape 8, boucle politique des marchés. La chute des marchés devient un levier de pression supplémentaire. Étape 9, annonce d'un deal, accord présenté comme une victoire stratégique. Étape 10, repricing violent. Les marchés trop prudents doivent se repositionner. Rebond rapide, short squeeze, volatilité inversée. Et à l'heure actuelle, au Moyen-Orient, nous sommes entre l'étape 5 et l'étape 7. Donald Trump, en début de semaine, a émis l'hypothèse que la guerre pouvait durer et donc qu'on soit sur un scénario guerre longue. Les marchés ne l'ont pas encore pricé. Ils pourraient le faire au cours des prochaines heures, des prochains jours. Mais on sait aussi que Pékin intervient et pousse l'Iran à revenir à la table des négociations. Si c'est le cas, et si dans les prochains jours, prochaines semaines, un accord est trouvé entre tous les partis, ce serait bien évidemment un accord avantageux pour les États-Unis, eh bien Trump aurait encore fait un coup de maître. Et croyez-moi, lui, il sait à quel moment se placer sur les marchés. Vous l'avez donc compris, Trump voulait une guerre éclair. Sauf que l'Iran ne joue pas du tout à ce scénario. Vous ne tuez pas les gens chez nous sous prétexte que vous voulez ouvrir vos marchés. Non, l'Iran, lui, n'a donc pas attendu. Et quelques heures seulement après l'assassinat de l'imam Ali Khamenei, il active le plan Mosaïque et lance donc des attaques contre les bases américaines dans le Golfe Persique. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la rapidité de la réponse, c'est la manière. Selon plusieurs rapports, le corps des gardiens de la révolution islamique a utilisé des missiles balistiques et des drones anciens, certains datant de 2012 à 2013. À première vue, ça peut sembler étrange. Pourquoi utiliser du matériel dépassé dans une guerre aussi stratégique? En réalité, c'est très calculé. L'objectif est de forcer l'ennemi à gaspiller ses missiles intercepteurs. Chaque missile iranien, même ancien, oblige les systèmes américains à réagir. Et chaque intercepteur coûte cher, très cher. Donc, en envoyant massivement des armes plus anciennes, l'Iran vide progressivement les stocks de défense adverses sans utiliser ses armes les plus récentes. C'est comme forcer quelqu'un à tirer toutes ses cartouches avant même que le vrai combat ne commence. En parallèle, la même stratégie est utilisée côté israélien. Les systèmes de défense sont sollicités en continu. Les intercepteurs sont consommés et ça s'épuise. Très rapidement, l'épuisement devient même visible. Les stocks diminuent, la pression monte. Et ça, c'est la première phase de la stratégie iranienne, c'est-à-dire la pression logistique. Mais ce n'est que le début. La deuxième couche est encore plus large. C'est la pression économique et énergétique. C'est une carte extrêmement puissante là-bas, le détroit d'Ormuz. Parce qu'en bloquant le passage pour ses adversaires, mais en laissant ça ouvert pour ses partenaires, l'Iran ne fait pas qu'agir militairement, il agit également sur l'économie mondiale. L'objectif est de provoquer une crise énergétique en Occident, faire monter les prix, perturber les approvisionnements et créer une instabilité financière. Et affaiblir l'économie, c'est aussi affaiblir la volonté politique. En résumé, si les marchés chutent, la détermination de Trump va chuter avec. C'est pour ça qu'il est en train de s'embrouiller ces derniers temps. Pour la forme, le président des États-Unis affirme maintenant simultanément qu'il a gagné la guerre, qu'il est en train de gagner la guerre, qu'il a besoin d'aide pour gagner la guerre et qu'il n'a besoin d'aucune aide pour gagner la guerre. Tout cela pour détruire le programme nucléaire qu'il prétend avoir détruit l'année dernière. La troisième pression, c'est peut-être la plus subtile, mais la plus puissante, c'est l'opinion publique américaine. L'Iran refuse toute négociation rapide, refuse le cessez-le-feu et choisit volontairement de faire durer la guerre. Résultat, les attentes du public sont frustrées, le consensus se fissure, l'anxiété augmente en Amérique. Et pendant ce temps, les images commencent à circuler. Les cercueils recouverts de drapeaux, les pertes humaines, le coût de la guerre. Et là, la question n'est plus militaire, ça devient politique, ça devient social même. L'annonce de ces disparitions a été faite, il a dit, voilà, je vous l'avais dit, il y en aura probablement d'autres, that's the way it is, c'est comme ça en quelque sorte. Et en étant là présent ce soir et puis en ayant fait d'autres déclarations depuis, évidemment, le président cherche un peu à corriger le tir et à montrer l'importance qu'il accorde à ce moment évidemment solennel. Alors, on le voit, c'est une cérémonie qui est très codifiée, qui se passe toujours au même endroit, de la même manière. On l'appelle le transfert digne, littéralement le dignified transfer. Et on voit le président, son épouse, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, son épouse. Alors, quels sont les objectifs réels de l'Iran? Ils sont multiples, mais ça suit une même logique claire. D'abord, ils veulent éliminer définitivement la menace d'attaque militaire répétée contre son territoire. Ensuite, ils veulent forcer ses adversaires à lever les sanctions qui pèsent sur son économie depuis des décennies, récupérer ses avoirs gelés et sur un plan plus large, obtenir un changement sur la question palestinienne, notamment sur Gaza et les territoires occupés. Mais il y a aussi une ambition encore plus grande.
L'Iran semble vouloir redessiner l'équilibre géopolitique dans le Golfe Persique tout entier. L'idée est de retirer aux États-Unis le contrôle des points stratégiques maritimes et de permettre aux pays alliés, notamment ceux liés aux BRICS, de circuler librement, sans sanctions, sans blocage, sans saisie. Une véritable liberté de navigation. Si ce plan fonctionne, ce ne sera pas seulement un changement régional, ce sera un bouleversement global. Les dirigeants iraniens le savent, réussir cette stratégie pourrait transformer l'équilibre du monde entier. Et pendant ce temps, côté américain, la situation est beaucoup plus floue. Le biographe de Donald Trump, qui s'appelle Michael Wolff, a récemment donné une description assez frappante. Parce que selon lui, Trump n'a pas vraiment de plan structuré. Il fonctionne dans l'improvisation permanente. Il crée une forme de suspense, presque volontairement même, et en tire une forme de pouvoir, de satisfaction, vu que personne ne sait ce qu'il va faire, donc tout le monde reste sur ses gardes. Wolff compare même Trump à un artiste sur scène qui improvise en direct et qui est fier de cette capacité. Un jour, il annonce vouloir arrêter la guerre, le lendemain, il parle de frapper plus fort, puis dans la même journée, il évoque des négociations, puis une reddition le soir. Tout change en permanence, mais toujours autour d'un point central. Rien ne se décide sans lui, sans Trump. C'est ça qu'il veut partager en fait. C'est ça qu'il veut évoquer dans l'esprit des gens. Et dans ce chaos apparent, il y a une logique. Trump veut avant tout être perçu comme un gagnant. D'ailleurs, il l'a affirmé récemment, selon lui, les États-Unis ont déjà gagné la guerre dès les premières heures. Le scénario fantastique qu'il avait en tête, lui, il l'a toujours en tête. Et il vit toujours dans cet univers-là. Je crois qu'on va mettre un terme à cette guerre. Les négociations entre l'Iran et les États-Unis se poursuivent près d'un mois après le début du conflit. Cette nuit, le président américain s'est montré très confiant en conférence de presse. Je crois qu'on va mettre un terme à cette guerre. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais cette guerre a été gagnée et ils ne disposeront pas d'armes nucléaires. C'est ce dont nous discutons en ce moment. Ils ont accepté de ne jamais posséder d'armes nucléaires. Les États-Unis ont soumis à l'Iran un plan de paix en 15 points pour tenter de mettre fin au conflit. 5 d'entre eux concernent le programme nucléaire iranien. Y figure également l'abandon du soutien au Hezbollah ou au Hamas. En ce qui concerne la navigation dans le détroit d'Ormuz, l'Iran semble déjà relâcher la pression. Les navires non hostiles peuvent, à condition qu'ils ne participent pas à des actes d'agression contre l'Iran, bénéficier d'un passage sûr par le détroit d'Ormuz en coordination avec les autorités compétentes. Selon plusieurs médias, malgré ces avancées diplomatiques, l'armée américaine pourrait prochainement envoyer environ 3000 soldats parachutistes au Moyen-Orient afin d'atteindre les objectifs militaires définis par la Maison-Blanche. Mais cette déclaration pourrait se retourner contre lui. Parce que si la guerre dure, si les marchés chutent, si les prix explosent, alors son image de contrôle et de victoire pourrait s'effondrer. Et déjà en coulisses, il cherche une porte de sortie. Une manière de transformer cette guerre en victoire politique. Mais il y a un problème. La fin de la guerre ne dépend pas uniquement de lui. L'Iran ne veut pas arrêter maintenant. Ils ont beaucoup trop perdu pour arrêter quand Washington le décide. Non, c'est l'occasion pour l'Iran de récupérer aussi quelque chose. Ali Khamenei est mort, sa famille, Ali Larijani, de hauts gradés, leurs proches, beaucoup d'argent, de civils, sans parler des infrastructures détruites. C'est trop de sacrifices pour faire plaisir à Trump en arrêtant la guerre quand Trump veut. Pour l'Iran, tout ça ne fait que commencer. Nous ne cherchons pas à négocier, ce sont les Américains qui veulent des négociations. Il n'y aura absolument pas de place pour la discussion ou la diplomatie. Voilà, Trump transpire maintenant à grosses gouttes. Comment est-ce qu'il va se sortir de cette situation sans paraître faible? Je suis curieux de voir ça tout comme vous. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses. On se retrouve une prochaine fois.